si je vous comprends bien, la CEDEAO, telle qu'elle existe aujourd'hui, risque de disparaître. Ah oui, mais à mon avis, c'est même salutaire. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la CEDEAO? C'est-à-dire, les pères fondateurs en 1975 ont fait une erreur capitale. Ils ont fondé, à l'image de ce qui s'est passé en Europe dans les années 57, c'est la communauté de l'acier et du charbon. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait, les pères fondateurs en 1975? Ils ont créé ce qu'on appelle la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans des pays sortant des indépendances, avec l'effet de la guerre froide, il y avait beaucoup plus de problèmes politiques. Donc il fallait plutôt mettre en place une communauté politique des États de l'Afrique de l'Ouest au lieu d'une communauté économique. Pourquoi? Parce que sur le plan économique, tous les États de l'Afrique de l'Ouest, les 8 pays étaient en zone CFA, donc n'avaient aucune souveraineté monétaire, parce que c'était un franc qui était piloté par la France, c'est-à-dire à partir du trésor français. La plupart des pays avaient des accords de défense avec la France, donc ils n'étaient ni souverains sur le plan économique, ni souverains sur le plan de la défense. Donc comment on peut parler d'économie dans ces pays-là? Non, il fallait faire une communauté. Je pense que la refonte de la CEDEAO, il faut pousser vers une communauté politique des États de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes politiques qu'économiques. Malheureusement, les pères fondateurs ont joué sur l'économie parce qu'à l'époque de la guerre froide, il y avait plusieurs tendances. La Guinée était sous coupe soviétique, la Côte d'Ivoire, tout ça était vers la coupe française. Donc on a voulu, pour ne pas imploser la communauté, faire une communauté par le biais de l'économie. Et à mon avis, c'est une erreur. Il faut aller vers une vraie communauté politique des États de l'Afrique. Mais surtout, regardez, j'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps sur des jeunes. Qui connaît ici où est le siège de la mission de la CEDEAO? Qui connaît aujourd'hui le nom du représentant de la commission de la CEDEAO? Personne, parce que la CEDEAO actuelle, telle qu'elle existe, c'est un véritable syndicat de chefs d'État. Ah bon, vous partagez ce procès contre l'organisation? Tout à fait. C'est-à-dire s'il y a des réussites sur le plan économique. Regardez même sur la libre circulation des biens et des personnes. Prenez la route ici pour aller à Dakar. Vous allez voir le nombre de tracasseries administratives. Même sur ce plan-là, il y a eu peut-être des efforts sur la carte d'identité avec laquelle on peut voyager dans tous les États, mais sur le plan même de l'intégration économique, il y a des difficultés. Aujourd'hui, regardez, même quand la CEDEAO se réunit, c'est les chefs d'État qui viennent. Quand il y a une crise, qui on a envoyé en Guinée? Un ancien chef d'État, Boniaï. Mais nom de Dieu, c'est-à-dire, où est le Parlement de la CEDEAO? Il n'a aucune mission, aucun poids. Alors que normalement, on devait dans chacun des pays élire des députés qui vont siéger à la CEDEAO. Regardez, la CEDEAO, le Parlement n'a aucun effet, la société civile n'est pas écoutée. Nous, les chercheurs, on a beaucoup écrit à la CEDEAO pour faire des rapports. Non, c'est-à-dire la CEDEAO telle qu'elle existe aujourd'hui, on arrive à une fin de cycle. Elle est obligée de se réformer. Mais est-ce que vous pensez que c'est cette nouvelle génération, notamment cette nouvelle génération au pouvoir, ces putschistes-là, qui vont contribuer justement à la réforme de la CEDEAO? Ou plutôt, il ne faut pas, puisqu'on entend souvent des discours venant de ces putschistes-là, est-ce que finalement ce n'est pas du populisme tout simplement? Non, mais les coups d'État militaires, c'est une mauvaise solution, un vrai problème. C'est-à-dire dire que ces jeunes-là vont asseoir la démocratie, c'est une illusion. C'est-à-dire, en fait, si vous observez les 4 jeunes qui sont arrivés au pouvoir, à l'exception peut-être du Niger, mais même là, on peut l'expliquer, mais vous constaterez que c'est l'échec d'une élite politique qui a permis aux militaires d'arriver au pouvoir. Si je prends le cas guinéen, par exemple, si M. Alpha Condé n'avait pas changé de constitution pour faire un 3e mandat et faire une menace sur ceux qui dirigeaient les forces spéciales, je ne pense pas qu'il y aurait eu un coup d'État. Regardez au Niger ce qui s'est passé. Après l'élection, le président de la République lui-même a sa résidence privée à l'intérieur de la garde présidentielle. Et il a voulu changer le commandant de la garde présidentielle qui, lui, avait ce poste depuis 11 ans. Donc le coup d'État au Niger est dû à... C'est un des facteurs d'ailleurs. Le deuxième facteur, c'est le repli des forces françaises, dont une partie de l'armée nigérienne ne voulait pas. Donc, à mon avis, il faut analyser pourquoi il y a des coups d'État militaires dans ces différents pays. Mais si vous faites une bonne analyse, vous verrez que c'est même un échec de l'élite politique. C'est-à-dire que tous ceux que vous prenez en Guinée, c'est Alpha Condé. Au Mali, il y a eu Ibeka, pourtant qui étaient tous soi-disant des démocrates et tout, mais ils ont fait un pouvoir autoritaire. Et la seule solution dans ces pays, quand il y a un pouvoir autocrate, la société civile étant démunie, l'opposition étant démunie, la seule alternative, c'est l'irruption des militaires au pouvoir. Et pourquoi les militaires viennent au pouvoir? Si vous observez aussi de près
tous ceux qui sont dans le pouvoir, vous verrez par exemple, moi, on a fait récemment des sondages, les militaires par exemple en Guinée, pendant 24 ans, sous Conté, ils étaient dans l'exercice du pouvoir. C'est des gens qui sont plus proches de l'exercice du pouvoir que dans la sécurisation du territoire. Je connais des généraux dans ces différents pays qui ont fait peut-être maximum 1 an dans une caserne. Ils étaient tous soit ministres, directeurs de cabinet et tout. Ils sont dans les bureaux. Voilà, donc ils sont habitués au pouvoir. Donc dès qu'il y a un échec de la gouvernance politique, du pouvoir civil, ils font une irruption au pouvoir. Donc en fait... Mais pour beaucoup, eux-mêmes, ils ne sont pas exempts de tout reproche dans cet échec. Parce qu'eux-mêmes, ils participent à la gestion du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Mais tout à fait. Regardez au Mali, ce qui est quand même un peu ahurissant, Mali, Niger et tout. Ils donnent comme exemple le manque de résultats dans la lutte contre le djihadisme ou le terrorisme. Mais quelles sont les unités qui étaient dirigées par les militaires? C'était les militaires eux-mêmes. Comment on peut renverser un pouvoir civil en disant non, il y a eu un échec sur la lutte contre le terrorisme, alors que c'est eux-mêmes qui étaient sur le terrain? Bien sûr, il y avait de la corruption, bien sûr, les armées n'étaient pas bien dotées, mais à mon avis, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a eu des militaires au pouvoir au Mali ou au Burkina que le terrorisme a diminué. Pas plus tard qu'hier, il y a eu encore des civils qui ont été tués dans cette région du Mali. Cette dernière question, M. Aliou Bari, on vous connaissait analyste politique, très engagé sur le front de la défense des droits humains, mais d'un seul coup, on vous retrouve en politique, vous fondez un nouveau parti dénommé les sociodémocrates. Qu'est-ce qui a prévalu à la prise d'une telle décision? Oui, mais de la géopolitique à la politique, il n'y a qu'un pas. Hein. Moi, déjà en 2009, j'avais fait une candidature indépendante. Mais pourquoi on est parti vers un parti politique? C'est parce qu'on est parti du principe, après plusieurs analyses, les chercheurs, les géopolitologues, les activistes des droits de l'homme ont fait des rapports, ont fait des analyses. On n'est pas écouté. La meilleure façon, à mon avis, de s'impliquer dans l'action politique, c'est à travers un parti politique. C'est pour qu'on s'est réunis quelques-uns de Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur et on a mis en place ce parti pour une raison fondamentale. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait un débat actuellement entre les différents partis autour de projets. C'est pourquoi nous, on mettra sur la place publique un projet sur lequel on va appeler les gens à discuter. Par exemple, je prends un exemple très simple. La devise du parti que j'ai l'honneur de présider, c'est éducation, justice, prospérité. Pourquoi éducation? Parce qu'on reste persuadé que si on veut changer la Guinée, on ne le changera que par le biais de l'éducation. Éducation citoyenne, éducation. Prenez tous les domaines ici. Il y a une nécessité vraiment d'une refonte totale de l'éducation guinéenne pour Guinée d'ouvrir les yeux et d'avoir la culture démocratique. Justement, est-ce que ce n'est pas un parti de trop? Parce qu'à un moment où on parle de la réduction des nombres de partis, c'est au même moment vous formez votre parti politique. Vous savez, c'est-à-dire que j'étais toujours surpris, même quand j'étais analyste. Les gens ils parlent de trop de partis politiques. On ne réduit pas les partis politiques à travers une décision. La meilleure façon, le seul acteur pour réduire les partis politiques, c'est l'électeur. Vous prenez tous les pays du monde, tout le monde donne l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas que 2 partis, il y a une centaine de partis. Il y a des tendances politiques, il y a des philosophies politiques, il y a les démocrates et les libéraux. Mais si vous prenez à l'intérieur des démocrates, il y a plusieurs partis. Mais aujourd'hui, même si vous prenez la classe politique guinéenne aujourd'hui, les 10 dernières années, si vous observez bien, malgré qu'il y a une multitude de partis politiques, il y a quelques 2 ou 3 grands partis à l'heure actuelle qui, s'il y a élection, qui vont avoir des résultats. Je pense qu'il faut laisser la liberté de création des partis politiques, mais surtout, il faut s'assurer qu'il y a des processus électoraux transparents parce que c'est le résultat des élections qui diront que tel parti existe et ça va même pousser à une coalition parce que moi je suis surpris de voir actuellement les coalitions qui naissent. Les coalitions se font par copinage. Non, normalement les coalitions doivent se faire sur l'idéologie politique, c'est-à-dire les libéraux sont ensemble, les démocrates sont ensemble, les marxistes sont ensemble, etc. Mais au sortir d'une élection, vous verrez par exemple les prochaines élections communales ou législatives, on verra bien le parti qui sera majoritaire. Et je ne pense pas qu'il y aura plus de 3 ou 4 partis à l'issue de ces élections, même présidentielles. Donc il suffit, ce n'est pas à l'exécutif de dire on limite le nombre de partis. C'est à l'électeur de décider quels sont les partis qui ont pignon sur rue. Parce que ceux qui prônent la réduction des nombres de partis ont pour argument, consiste à dire, non, ce sont les partis-là qui font l'apologie de l'ethnocentrisme et tout. Non, mais la Guinée a vécu sous-sectorée pendant 26 ans en un parti unique. On voit les résultats.
L'Afrique, pendant des années, a vécu sous régime des partis uniques. Donc, les résultats étaient catastrophiques sur le plan de la gouvernance. Donc, à mon avis, ce n'est pas dire qu'il y a 2 ou 3 partis, ce n'est pas à l'exécutif ou à quelqu'un de décider. Le citoyen est libre. Mais s'il y a des élections, mais si nous, on va aux élections, on n'a pas de résultats, ça veut dire que le parti n'a aucun poids. Donc, il faut laisser tout Guinéen, s'il veut, de créer des partis. Maintenant, il faut aller vers des élections et à l'issue des élections, et il faut aller même plus loin. C'est-à-dire, pour éviter, même pour faire vivre la démocratie, il faut qu'une véritable loi soit mise en place après la transition sur le financement des partis politiques au prorata des résultats obtenus dans les élections. C'est-à-dire, on peut dire, par exemple, tous les partis qui ont au moins 5 députés à l'Assemblée auront un financement à partir du budget de l'État pour éviter que des particuliers ou des sociétés, des personnalités morales financent les partis. Donc je pense que à mon avis, c'est un faux débat, la limitation des partis politiques. S'il y a de vraies élections, les partis qui ne pèsent pas seront soit obligés de faire alliance ou de disparaître. Merci beaucoup, M. Merci.